Je suis, vous savez, je suis comme tous les Français. C'est-à-dire que je note avec énormément d'irritation le 2 poids 2 mesures. Qu'est-ce qu'il a fait, Benalla, le 1er mai? Il a tabassé des gens. Pourquoi il n'est pas en prison? Pourquoi il a encore 2 passeports diplomatiques? Qu'est-ce que c'est que ce 2 poids 2 mesures? Benalla qui est protégé par le président de la République. On a l'impression que M. Benalla a les moyens de faire chanter le président de la République. C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je dis? C'est vrai. Donc les Français ont le sentiment que... Sur quoi, d'après vous, il le ferait chanter? J'en sais rien, mais écoutez, demandez à la vie, écoutez ce que disent les gens. Voilà. Donc moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un 2 poids 2 mesures là-dessus, comme sur tout le reste. Quand je vois, par exemple, Madame Schiappa qui ose demander la liste des gens qui ont contribué à la cagnotte. De soutien, mais nous aimerions avoir la liste des gens qui ont contribué au financement de la campagne de M. Macron. Et il n'y a pas que nous, d'ailleurs, il y a le parquet. Parce que vous savez que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques a découvert qu'il y a 147 000 € dans les recettes de En Marche qui ne sont pas justifiées. Il y a eu un signalement au parquet. C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je dis ? Et puis, ça me fait penser ces histoires de 2 poids 2 mesures. Quand je dis, moi, par exemple, que M. Macron n'a plus aucune marge de manœuvre parce que c'est l'Europe, on me traite de complotiste, on me traite de conspirationniste, alors que moi j'ai tous les traités sur le nez. Mais Madame Schiappa, elle a dit que derrière les gilets jaunes, c'était les Italiens. La team Macron a dit que derrière les gilets jaunes, c'était Donald Trump. Et puis après que c'était les Russes. On a du complotisme et du conspirationnisme qui est sur l'ensemble des chaînes publiques. Qu'est-ce que ça veut dire, ces histoires? Donc les Français ne supportent plus une chose, c'est le 2 poids, 2 mesures. Nous voulons rétablir une justice indépendante et qui ne pratique plus le 2 poids, 2 mesures, que la justice se fasse. Donc vous êtes aussi pour l'enquête sur ce policier dans le Sud qui est soupçonné d'avoir aussi qui avait été dégolé à Andrieux. Ou alors, si j'ai bien compris, on a jeté un voile pudique d'après les informations qui sortent parce que en fait ce monsieur était un habitué d'actes de violence. Et puis c'est d'autant plus gênant qu'il a été fait chevalier de la Légion d'honneur le 1er janvier. Donc c'est tout ça est quand même très embarrassant. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas un grand malaise dans l'État, il n'y aurait pas ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire les conseillers de M. Macron, les uns après les autres, prennent la poudre d'escampette. Pourquoi est-ce qu'il y a 5-6 personnes qui sont de l'entourage le plus proche de Macron qui sont allées voir ailleurs que l'herbe était plus verte? L'ancien ministre de l'Éducation, Luc Ferry, a appelé, je cite, les policiers à se servir de leurs armes et a même préconisé parfois l'emploi de l'armée. Vous avez sorti un communiqué de presse très virulent puisque vous souhaitez même des poursuites à son encontre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Bah oui, ça tombe sous le coup d'un des aspects de la loi de 1881. Il y a des limites à la liberté d'expression. Ça, c'est un appel au meurtre. Alors, Monsieur Ferry a ensuite fait d'ailleurs du rétropédalage en disant non, il parlait d'armes non létales, c'est-à-dire qui ne tuent pas. Mais comme les forces de l'ordre utilisent déjà des armes non létales qui d'ailleurs font de graves blessés et qui d'ailleurs tuent, il y a une personne qui est morte. Quand il a dit la France a la 4e armée du monde, il faut je sais plus, il a une formule incroyable. Il faut se débarrasser de ces saloperies en parlant des gilets jaunes. Il insiste sur les salopards des quartiers. Oui, excusez-moi. Vous ayez une forme... C'est extrêmement grave parce que ce monsieur a été ministre et qui plus est ministre de l'Éducation et qui plus est prétend être une stigmatisation de certains jeunes de voilà. banlieue. Donc normalement, écoutez, imaginons vous changez au lieu que ce soit monsieur Ferry, vous mettez quelqu'un d'autre et au lieu qu'ils disent ces saloperies en parlant des jeunes des banlieues, que ce soit une ethnie en particulier, vous verriez le scandale. C'est parler plutôt des racailles, pardon. C'est un scandale. J'estime que si monsieur Macron voulait calmer le jeu, mais il ne veut pas le calmer le jeu, il ne cesse que de jeter de l'huile sur le feu, le gouvernement aurait dû lancer des poursuites judiciaires, le parquet aurait dû lancer des poursuites judiciaires contre monsieur Ferry. Et ça n'est pas parce qu'ensuite il fait un vague rétropédalage qu'on ne lance pas des poursuites judiciaires. Voilà. Donc, moi je pense qu'il faut que les Français soient non violents, mais fermes dans leurs résolutions, et que tous les samedis, ils continuent. On a un blocage. Et puis il faut, s'agissant de la violence, vous savez, je vais vous faire une petite référence historique. En 1815, le 24 mars 1815, c'était le début des 100 jours. Et les Français commençaient à se taper dessus entre les royalistes et les partisans de Napoléon. C'était trois mois avant Waterloo. Et le duc de Berry, qui était le 2e fils de Charles X, ça arrive, je crois que c'était à Béthune, et les gens commençaient à se tirer dessus, et il dit « Soldats, ne tirez pas, nous sommes tous Français ». Donc il faudrait quand même que tout le monde, les forces de l'ordre, ce sont des Français, comme les autres, qui ont aussi leurs problèmes de fin de mois, comme les Français. Donc arrêtons de nous taper dessus et examinons à fond les sujets. Et toute personne de bonne foi sera amenée à considérer que M. Macron, comme l'ensemble de la classe politique française,
n'a pas la possibilité de changer cette politique parce qu'elle lui est dictée depuis le traité de Maastricht, point barre. Pour expliquer aux Français que de toute façon, l'affaire va exploser. Puisque de toute façon, Monsieur Macron, par exemple, n'a aucun pouvoir comme ses prédécesseurs. Il va écrire une lettre demain. Oui, mais le débat national va avoir lieu à partir de mardi. La seule lettre qui intéresserait les Français, c'est sa lettre de démission. Voilà. Bon. Et il va encore nous faire un truc. Si vous voulez, 90% des gens ne vont pas lire ça. C'est de l'enfumage et du pipotage. C'est comme ses vœux. Les vœux où il a osé parler de vérité, de vérité et d'espoir. Non. Le problème de Macron, si vous voulez, c'est qu'il est un peu comme un acteur de théâtre, mettons un grand acteur comme Michel Bouquet, par exemple, sauf qu'il n'a pas le talent de Michel Bouquet. Michel Bouquet jouant l'avare à la Comédie Française. Et puis le public en a marre de cette pièce et voudrait que Michel Bouquet récite autre chose, mais il peut pas changer le texte. Le problème de Macron, c'est qu'il ne peut pas changer des politiques qui sont décidées depuis belle lurette par les traités européens, par la Commission européenne à Bruxelles, par la Banque centrale européenne à Francfort et par l'OTAN depuis Washington. Et donc, lui, Macron, comme d'ailleurs toute la sphère politique française, c'est pour ça qu'elle est complètement déconsidérée, au lieu d'appliquer la Constitution qui dit que, c'est l'article 2 de la Constitution, le principe de la République, c'est des gouvernements du peuple, par le peuple, pour le peuple, c'est-à-dire que normalement un président de la République devrait, en conscience, en bonne foi, être le père de la nation, se dire qu'est-ce que veut vraiment le peuple français. C'est pas du tout ça qu'ils ont à l'esprit. Toute la classe politique se pose comme question, quelle manipulation vais-je pouvoir trouver, quelle manœuvre d'intimidation, quelle opération de com est-ce que je vais pouvoir trouver pour imposer au peuple français une politique qui est contraire à ses intérêts et dont il ne veut pas. À l'Europe ? Non mais il l'a annoncé. La Constitution dit les partis politiques doivent respecter. C'est-à-dire que ceux qui ne le font pas sont interdits. Sinon, ça veut dire quoi la Constitution ? D'ailleurs, qu'est-ce que veut dire la Constitution en fait ? Quand on dit la France est une république sociale, quand on dit la France est une république sociale, ça veut dire quoi ? Quand on lit le préambule, lorsqu'on dit que le président de la République doit veiller au respect des traités, lorsqu'il balance des missiles sur la Syrie, c'est contraire au droit international. Il n'a pas eu le feu vert du Conseil de sécurité. Et quand les services français disent qu'il y a eu des armes chimiques qui ont été utilisées par les Syriens qui sont interdits. Alors ce que je voudrais dire d'abord, c'est que le président de la République a été élu, ça c'est un fait, légalement, mais il n'a pas tous les pouvoirs. Il y a ce que l'on appelle une constitution, comme dans tous les pays du monde, dans tous les pays démocratiques, qui met des bornes au pouvoir du président de la République notamment. C'est fait pour ça. Donc, il doit respecter la Constitution. C'est l'article 5 qui dit « Le président de la République veille au respect de la Constitution ». Bon. Et cette Constitution, elle prévoit toute une série de contraintes qui pèsent sur le président de la République. Par exemple, l'article, il y a ce qu'on appelle au début le préambule dans le préambule de cette Constitution. Violations, voilà. C'est ça. Il y a par exemple l'idée que c'est une république sociale et que la nation doit garantir à tous, je lis l'article 11 du préambule de la Constitution de 46 qui fait expressément mention dans la Constitution actuelle et donc que le Conseil constitutionnel considère comme faisant partie des obligations constitutionnelles, la nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de sa situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Donc, on pourrait citer de très nombreux articles, comme par exemple le fait qu'il est responsable de l'unité nationale, le fait également, l'article 4 pose que les partis politiques en France doivent respecter le principe de souveraineté nationale. Eh bien, moi, j'ai fait un dossier, qui est un gros dossier, qui est ici, qui fait 20 pages, très précis, où je montre 13 violations de la Constitution par le président de la République. Bon. Et il y a effectivement, vous le citez, un article, qui est l'article 68, qui précise que le président de la République peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs, manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Les gens, tout le monde peut être gilet jaune, finalement, ont sollicité leurs députés et leurs sénateurs. On a des réponses, excusez-moi, qui sont hallucinantes.
On a des sénateurs qui répondent « je ne peux pas parce que ça n'est pas dans mon pouvoir ». Ils n'ont pas lu, ils ne connaissent pas la Constitution, vous vous rendez compte ? Puisque l'article 68 précise la proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement. En même temps, ils font partie de mouvements politiques qui non mais attendez, c'est quand même très grave. Qui disent qu'ils ne veulent pas, d'accord, mais qui disent qu'ils n'en ont pas le droit, qu'ils n'en ont pas la possibilité, c'est pas possible. On voit des députés qui nous expliquent que ça n'a jamais été fait, c'est pas vrai, c'est impossible à lancer. Tiens donc, voici la procédure de destitution qui a été lancée par 79 députés, les Républicains, par Christian Jacob et par Pierre Lelouch, en novembre 2016, contre François Hollande. Ça faisait 2 pages. Regardez et comparez. 2 pages, tout simplement parce que monsieur François Hollande avait, dans un livre, vous savez, un président ne doit pas dire ça, il avait livré un secret de défense. C'était certainement pas bien, je suis d'accord. Mais enfin, le truc avait été retoqué parce que on était en campagne présidentielle déjà, ça ne marchait pas. Nous, on a un dossier beaucoup plus étoffé, et pour l'instant, il y a eu un seul député, monsieur Marlin, qui est rattaché au groupe Les Républicains, qui n'a donné son accord pour lancer ça. Alors, on a des choses qui sont incroyables. Où est passée l'opposition ? Pourquoi refuse-t-il de lancer la procédure de destitution? Alors la réponse, c'est de dire « oui, mais ça n'arrivera jamais, ça ne marchera pas ». Et la motion de censure, elle est arrivée ? Non. Et puis, quand l'opposition, quand elle dépose des amendements, ils ne sont pas adoptés. Pourquoi le font-ils ? J'insiste ici sur le fait que s'il y avait, et on peut très bien trouver 70, 80 les députés les Républicains, le Front National, la France Insoumise, les communistes, si on avait 150 députés qui lançaient cette procédure avec tous ces articles qui sont ici violés, alors il y en a qui sont plus ou moins convaincants, je suis d'accord, mais il y en a qui sont absolument irréfutables, qu'est-ce qui se passerait ? Il se passerait que toute la presse nationale et internationale serait obligée de relayer ce document que pour l'instant on ne trouve que sur notre site upr.fr, en téléchargement. Et donc, d'un seul coup, M. Macron serait sous la pression nationale et internationale de répondre. Et permettez-moi de conclure. Cette procédure de destitution, elle existe dans d'autres pays, elle a fonctionné dans d'autres pays. Il y a des précédents ? Je vais prendre l'exemple du Brésil. Au Brésil, en 2015, il y a eu exactement l'équivalent des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'à travers tout le Brésil, tous les samedis, la population brésilienne défilait. Ça a duré 1 an et demi. Et dans les premiers temps, les députés et les sénateurs ont dit non, on ne peut pas lancer la procédure de destitution contre la présidente Dilma Rousseff. Mais finalement, il y avait une telle situation de blocage qu'ils ont été obligés de la lancer. Et comme Mme Rousseff avait violé la Constitution sur des questions de loi de finances, elle a été destituée. Je ne vois pas pourquoi lancer la procédure de destitution serait impossible. Ça obligerait au contraire M. Macron à faire ce qu'il ne veut pas, c'est à rendre compte aux Français de ses actions.